Bonjour à tous, mesdames, messieurs. Merci de votre fidélité à votre émission Autour de l'info. Autour de l'info, d'abord les sommaires. À Doha, au Qatar, les discussions se poursuivent entre les délégations du gouvernement de la République et celles des agresseurs rwandais M23 AFC. Selon plusieurs sources, les rebelles revendiquaient la gestion du Grand Kivu pendant 8 ans, une tentative de balkanisation de mauvais goût, des revendications hors normes, anticonstitutionnelles et contre le droit international. Elles ont été vite balayées par les représentants du gouvernement et les médiateurs. On en parle tout de suite. Retombée du rapport de la Cour des comptes, 44 entreprises minières doivent des sommes colossales à l'État congolais et 63 entreprises opèrent sans organisme spécialisé. Le rapport indique que ces dettes, évaluées à plusieurs milliards de dollars américains, sont attribuées à diverses pratiques illégales, notamment la minoration du chiffre d'affaires, le refus de communiquer leur chiffre d'affaires et de verser des dotations dues. Analyse critique et commentaires, c'est tout à l'heure. Voilà tout pour les sommaires. L'émission est en direct. Vous pouvez nous écrire au numéro qui s'affiche au bas de vos écrans. Vos analyses critiques et commentaires sont les bienvenus, mesdames, messieurs. Merci et bienvenue dans votre émission. Merci encore une fois. Bienvenue dans votre émission Autour de l'info. Aujourd'hui, nous avons deux sujets sur la table. D'abord, les négociations des Doha, analyse des revendications des partis et la position des États-Unis. Et puis, analyse du rapport de la Cour des comptes, la RDC toujours marginalisée. Voilà les deux sujets qui vont faire objet de nos débats de ce matin. Et puis, déjà, nos invités sont sur le plateau avec qui nous allons décortiquer les deux sujets. D'abord, à ma droite, One Hesse Suleiman. Bonjour, Suleiman. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre invitation. Et professeur Dadi Saleh, il est économiste, manager et professeur d'université. Bonjour. Professeur. Bonjour et bonjour à tous. Cléophas Nyembonyerere à ma gauche, politologue, député provincial élu du Kasaï oriental honoraire. Bonjour, honorable. Bonjour, monsieur Gustave. Bonjour aux amis avec qui nous allons partager les idées ce matin. Bonjour à toute l'équipe technique et à tous les téléspectateurs de votre chaîne, la RTNC2. Merci pour votre participation à l'émission. Je vous en prie. Et puis, il y a Eri Massimbo qui pourra nous rejoindre sur le plateau. Il est anthropologue et chercheur. Voilà. Sans plus tarder, nous commençons avec les biscuits. Les biscuits, c'est cette décision prise au niveau du ministère de l'Éducation nationale de pouvoir chercher, donc laisser les filles enceintes à l'école, une décision qui est jugée de plusieurs manières, surtout que la République démocratique du Congo est respectueuse de mœurs, donc de bonnes mœurs. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, Cléophas Nyembonyerere? Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il faudra que nous puissions prendre ça avec plus de valeur, parce que je sais que dans l'enseignement primaire et secondaire, il y a des choses plus prioritaires et qui nécessitent de grandes décisions par la dame ministre. Mais hélas, pour elle, la plus grande priorité était celle de voir les filles qui tombent enceintes. Donc, je manque le mot pour faire l'analyse à cette situation. Non, mais s'il vous plaît, elle n'a pas dit que les filles tombent enceintes et entrent à l'école. Si c'est un accident qui est arrivé, au niveau de l'éducation, on estime qu'on ne peut pas empêcher les filles poursuivre les études. Mais dire qu'elle veut voir les filles tomber enceintes... Non, je n'ai pas dit, je n'ai pas dit que le veut voir les filles tomber enceintes. J'ai dit que la décision prioritaire pour elle,
C'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit qu'elle veut voir les filles tomber enceintes. Je disais qu'il y a des priorités qu'il faut parler dans l'éducation. Je vous donne l'exemple de cette histoire de bulletin. Nous, comme parents, vous pensez que nous sommes contents que nos enfants terminent l'école sans avoir le bulletin? Ce sont là les décisions prioritaires qu'il fallait prendre dans le cadre de l'enseignement primaire et secondaire. C'est ce que je vais dire. Donc je vais dire que pour moi, cette décision-là, c'est un pneu de réserve pour moi. Le véhicule peut ou ne pas en avoir, mais il peut rouler. Merci. Ah, d'accord. Alors, Suleiman, on est ici. 1 minute. Ouais, merci, Monsieur Gustave, pour ce qui concerne l'éducation. C'est avec froid au cœur, avec tristesse de connaître ce que nous sommes en train de connaître aujourd'hui, avec des décisions qui ne tiennent pas debout, qui la République peut dire que non, c'est un non-événement. Pourquoi je vais dire cela? Il y a plusieurs décisions à caractère éducationnel que les ministères de l'enseignement pouvaient prendre pour l'évolution de notre pays ou l'évolution de notre éducation. Malheureusement, on nous amène une chose que nous ne connaissons pas. D'abord, ils avaient commencé à nous mettre dans la tête. Voilà, la fois passée, j'avais parlé ici, à ce qui concerne les cours qu'ils nous ont amenés de sexualité, de l'éducation à la vie de bas âge. Donc, la ministre avait déjà compris que non, ce qu'ils ont impliqué dans la tête de nos enfants, c'est pour qu'ils puissent pratiquer la théorie qu'ils avaient apprise à l'école. Alors, pour concrétiser, il a dit... Il ne faut pas aller au-delà de ce qui n'est pas dit. Hein. Faut pas aller je pense que nous analysons il ne faut pas aller au-delà de ce qui n'est pas dit. Dire que quand on enseigne aux élèves les cours d'éducation à la vie, ça signifie qu'on pousse les enfants à aller faire ces pratiques-là. Non, ce n'est pas ça l'idée. Que j'achève. Ce n'est pas ça l'idée de l'enseignement. Alors, je pense que non, si on insiste ici pour qu'on enseigne le civisme, c'est pour que les enfants viennent pratiquer la bonne éducation qu'ils apprennent de l'école, à la maison et dans la société. Alors, quand ils sont partis apprendre un cours théoriquement, de toutes les façons, c'est pour venir appliquer. Donc, cette applicabilité, la ministre veut la couvrir avec cette mauvaise décision que les parents n'acceptent pas, que même si l'enfant est engrossé, il va toujours partir à l'école et s'y porter. Vraiment, bon, c'est tôt. Dans la circulaire qui est balancée, on dit les abandons scolaires liés aux grossesses précoces compromettent l'avenir des filles et renforcent les inégalités. Selon les gouvernements, si vous faites partir les filles qui étudiaient, mais par accident, elles ont eu des grossesses, alors ça va compromettre leur avenir. Vous pensez qu'à cause de la grossesse, l'enfant doit laisser les études et rester qui dans la société? Je pense que non, si l'enfant prend, s'il y a une dame ou une fille qui a la grossesse ne reste pas éternelle. Et je ne pense pas, selon la philosophie de cette lettre que vous voulez couvrir, et il y a une grossesse qui reste au moins 2 ans. Je ne pense pas. Et d'ailleurs, si vous sanctionnez l'enfant après avoir commis cet acte, ça sera une leçon pour les autres de ne pas le faire. Alors si vous laissez une porte ouverte, que non, que même si vous êtes enceinte, il n'y a pas de problème, l'école va vous prendre. Je pense que non, c'est encore aller au-delà même d'une bonne éducation civique que nous demandons que la ministre pouvait prendre une décision d'inculquer le civisme à l'école. Au lieu d'inculquer le civisme, elle nous amène ce qui est contraire de cette histoire-là de civisme. On ne comprend rien là où nous allons. Ce qui est bien, la ministre ne fait pas. Ce qui n'est pas important, c'est cette décision-là que la ministre... J'ai toujours insisté. Évitez de nous mettre... D'abord, la culture que nous avons africaine, congolaise. Laissez-nous avec cette culture, ça nous aide. Alors, quand vous nous amenez, c'est que vous êtes partis vivre là-bas. Alors, vous nous amenez de nous inculquer ici. Voilà, ça crée une constipation, d'abord mentale. C'est conformément aux engagements nationaux et internationaux en faveur de l'éducation inclusive et de l'égalité du genre. Ça ne dépend pas du ministre. Comme le pays s'est engagé au niveau international de pouvoir appliquer cette décision-là, qu'est-ce que le pays a déjà pris des engagements ensemble avec les autres. Donc, dire que c'est la ministre, non, il faut relativiser. Hein, on est ici. Alors, professeur, qu'est-ce que vous pensez de cette décision du ministère
de l'éducation nationale et la citoyenneté. De la nouvelle citoyenneté, bien sûr. Oui, il y a à boire et à manger, mais j'aimerais préciser que je suis aussi responsable à boire et à manger. J'aimerais préciser que je suis responsable de l'AJPC, ASBEL, c'est une association des jeunes pour la promotion de la culture, qui est partenaire à l'EPSP, ça va, et qui fonctionne avec l'EPSP surtout pour des activités parascolaires et ces genres d'activités pour essayer de tout faire pour que les élèves, les étudiants puissent étudier. Ce qui fait que, j'ai dit, c'est une question très sensible pour ceux qui ne comprennent pas le terrain. Il y a un taux d'abandon effectivement très élevé au niveau surtout de nos villages, ok, et où beaucoup effectivement d'enfants abandonnent l'école pour raison de grossesse. Ça, c'est sûr et certain. Et même des garçons. Il n'y a pas que des filles qui abandonnent. Donc, quand un garçon engrosse, il a tendance à fuir. Ce qui fait qu'effectivement, ça fait une perturbation par rapport à l'éducation de nos enfants. Et nous avons d'autres cas plus précis. Il y a la récupération, surtout au niveau professionnel et aussi au niveau de l'école normale. Dans ce sens-là. Alors, la récupération fait en sorte que vous pouvez avoir des filles effectivement mariées qui rentrent en 4e année, excusez-moi, on a changé de système, en 4e année secondaire, l'ancien système, donc, le nouveau système, on a... 6e. Oui, 6, 7, 8e, 6e, 2e, 3e, et au fond, elle était mariée, mais on l'encourage à reprendre le cours. Ce qui fait qu'elle est mariée. Ce qui fait qu'elle a les droits de sa jouissance, dans le sens où elle est mariée et qu'elle peut avoir des enfants et elle est en train d'étudier et exactement. Ce qui fait que je pense qu'il y a plusieurs cas. Je suis encore en train de lire l'esprit de cette notification qui devait être une exception. Ça va? Et non la règle. Ça devait être une exception. Ce qui fait que j'encourage d'abord la façon de penser que ce n'est pas parce qu'on est enceinte, une grossesse n'est pas une maladie. Ça, ce sont des règles d'une façon globale. Une grossesse n'est pas une maladie. C'est-à-dire, effectivement, que l'éducation, la citoyenneté va de pair et qu'on doit équilibrer. C'est la raison pour laquelle j'ai dit c'est un débat où il y a des pour et il y a des contre. Il y a à boire et à manger. Qu'est-ce qu'il y a à manger? Ça va. Il y a à boire, ça va, parce qu'effectivement, on doit se rendre compte que tous les enfants ont le droit d'aller à l'école. Et on doit encourager que les enfants ne restent pas désillettrés, quel que soit leur état. Parce que quand il y a un grand taux d'abandon, il faut tout faire pour qu'il n'y ait pas des taux d'abandon élevés, notamment par le fait des grossesses ou bien des enfants qui ont engrossé et qui fuient. Il faut les ramener à l'école puisque c'est là où il y a l'éducation. Mais il y a aussi maintenant le civisme, il y a les us et coutumes, ça va, le mœurs. Comment nous prenons la chose quand un enfant enceinte rentre à l'école? Ça va? C'est ça aussi le problème. Donc, il y aura un problème de communication. Je préférerais que ça soit une exception et non la règle. Parce qu'on doit quand même décourager certaines actions. Parce que quand on va à l'école, il y a des conséquences. C'est un peu comme si on échoue. On a 30%. On est chassé ou bien on reste. C'est la même chose. Quand on tombe enceinte d'une façon désordonnée, ben, à ce moment-là, il y a des conséquences qui en suivent. Quand on chasse l'enfant, ça ne veut pas dire on dit que l'enfant ne doit plus étudier. Vous comprenez qu'il y a à boire et à manger. Donc, je pèse le mot parce que je suis, encore une fois, dans l'éducation, comme je vous ai dit, professionnel dans ça. Voilà. Mais l'honorable a été clair. Ça va? Je vous ai donné ma priorité la fois passée. La priorité, c'est la révolution de l'éducation. Où, malheureusement, on ne sent pas, ça va, ni la ministre, ni les gouvernements y mettre le maximum d'attention. Parce qu'effectivement, qui va venir arranger tout? Écoutez, quand je dis tout le monde, hein, je pense que c'est 99% des Congolais, et des professionnels et des non-professionnels. Nous savons que nous avons une mauvaise éducation. J'avais prouvé un peu la fois passée que ça ne commence pas aujourd'hui. C'est depuis très longtemps. Les gens ne savent pas respecter le bien de l'État. La corruption, effectivement, commence par une certaine légèreté. Ça va? Il y a un problème de professionnalisme, trop de théoriciens, ça va? Et non de praticiens. Oui, on félicite l'INPP, on félicite des efforts. Mais c'est plutôt la règle. Il faut changer totalement l'éducation de la République démocratique du Congo. Donc, si je peux conseiller à la ministre, qu'on apprécie beaucoup, ça va? De faire un travail, c'est un travail de fond. Pas un travail de forme. Est-ce qu'il n'a pas l'autorisation de la première ministre et du président de la République, mais qu'elle démissionne?
Parce que effectivement, Et franchement... Pourquoi? Pour cette décision? Non, rien à voir avec cette décision. Alors, vous allez pour la priorité. C'est juste que les biscuits. Ben oui, on est d'accord, mais nous, on profite pour donner l'essentiel. Qu'elle puisse faire le vrai travail, le travail des fonds. L'éducation est sensible. Le travail des fonds, on a compris. Oui. Elle s'y met, mais dire qu'elle doit démissionner parce qu'elle a pris la... Non, rien à voir avec ça, s'il vous plaît, vous ne m'avez pas suivi. Non, j'ai compris. Ah, merci beaucoup, voilà. Il ne faut pas mal m'interpréter. Voilà, merci. Alors, nous revenons maintenant sur nos sujets à Doha, au Qatar. Les discussions se poursuivent. Mais déjà, les jours qui ont suivi, c'est le dernier round, mais on a suivi que les rebelles rwandais, moi j'aime les appeler rebelles rwandais, M23, ce sont des rebelles rwandais qui réclament la gestion du Grand Kivu pendant 8 ans. Une décision qui n'a pas été bien digérée dans la société et même par la partie gouvernementale, même par les médiateurs, parce que ça va au-delà des bon sens, ça frise, je ne sais pas quel qualificatif il faut donner. Alors je ne sais pas sur le plateau, c'est que Souleymane Onehesse, on pense, hein? Bonjour Souleymane, est-ce que vous pouvez parler? Oh oui. Sur base de cette revendication. Oui, sur le bas de cette revendication, mais ce n'était pas seulement ça. Il y a d'autres, mais... On a commencé avec ce qui est, en tant que Souleymane, vous le connaissez, accepter que le pays que mes ancêtres et mes grands-parents proches ont eu la malchance d'être tués pour cela, voir que non, dans même une seconde, même jusque-là, comme Goma et Bukavu est sous contrôle de certaines personnes que nous ne connaissons pas bien identifiées, parce que jusque-là, ça sort 3 têtes. Il y a AFC, il y a M23, il y a de l'autre côté Rwanda. Donc ça sort 3 têtes que je ne saurais pas personnellement accepter. D'après tout, c'est mon pays. Si je n'ai pas ce pays, je n'aurai pas un autre pays. Aller encore un peu plus loin, il y a les autres qui peuvent même parler tel qu'ils parlent là-bas, parce qu'ils ont des doubles nationalités. Si ça capote aujourd'hui, ils peuvent partir. Malheureusement, pour nous autres ici, et heureusement pour nous, nous sommes dans notre pays, nous ne saurons pas nous déménager, aller ailleurs. Et nous ne saurons pas parler d'un autre pays que celui-ci. Cette décision, c'est bon, en fait, je ne peux même pas parler d'une décision. Cette revendication de 8 ans, ils ne pouvaient même pas dire d'une minute. Pourquoi ils sont partis très loin comme ça dans les 8 ans? C'est très loin. Vous mettez au monde un enfant et l'enfant étudie. Et il oublie même que non, la République démocratique du Congo a 26 provinces. Et ça serait difficile de venir les retrouver encore. Donc c'est une façon de dire que non, une partie de la République sera partie. Oui, normal qu'ils les réclament, mais anormal qu'ils les disent à haute voix. Peut-être c'est ce qui passe, ce qui se passe dans leur tête. C'est normal, on ne peut pas refuser que quelqu'un puisse réfléchir. Dans sa tête. Dans sa tête. Non, on n'est pas, on n'est pas là. Mais nous dire, nous, non, de ce côté, j'ai dit, d'ailleurs même les autorités, que je vais un peu assouffler, bien que vous ne voulez pas que... Si vous étiez sur la table des négociations, quelle devait être votre réaction? C'est là où je vais arriver. Certes que nos autorités n'aiment pas qu'on leur dise que vous avez mal fait. Bon, si vous leur dites comme ça, ils vont vous taxer de tout ce qu'il faut taxer. Mais pour les pays, je sais que non, ils vont nous taxer de nombreux. Si j'étais sur le plateau, sur la table des négociations, à ce qui concerne les points... Tu allais créer l'incident du plan. Non, pas même créer. Mais je suis un Congolais. Je ne pouvais pas... J'aurais autre argument à pousser. Et ça ne pouvait pas toujours continuer. D'ailleurs, et même ça pouvait déjà étouffer dans leur tête. Le reste, bon, comme le gouvernement a la totalité des connaissances, ils ne veulent pas qu'on ajoute. Si on émet un point de vue, ils vont nous taxer.
Ils vont nous indexer. Bon, on regarde, on observe. Mais à ceux qui disent que dans les donner le temps, je ne vais même pas dire les années, donner le temps pour que ça soit dirigé ailleurs, pour moi, c'est non recevable et non compris, par conséquent rejeté. Donc, j'ai dit non recevable et non compris. Donc, on reçoit même quelque chose qu'on a compris. Cette demande ou cette revendication sur ces points-là, c'est non compris. Je n'ai rien compris. Et d'autres revendications? Vous n'avez pas cité. Si vous les citez, j'allais par exemple, la libération de prisonniers. Vous m'avez parlé seulement d'un point. La libération des prisonniers, par exemple. Bon, la libération des prisonniers et d'autres points qui restent, c'est discutable. Parce que ce n'est pas tout ce que nous allons rejeter. C'est du côté rebelle. Pour les premiers points, on ne peut même... Alors, les gouvernements insistent sur l'application de la résolution 2773, donc les retraits des troupes rwandaises, y compris les M23, quitter les espaces occupés, et voilà, et l'arrêt des hostilités. Mais écoutez, on parle de cette résolution, c'est pour la République. Et moi, je parle de la République. D'ailleurs, sur ce même plateau, je demandais pourquoi nous étions partis encore, si c'est que nous croyons, pensaient que non, ils veulent nous aider là. Pourquoi ils n'ont pas voulu exécuter directement cette résolution de 2773 et ils ont voulu encore aller dans pour parler dans les accords, dans ceci, cela. Ça nous dépasse. Nous, notre souhait était que cette résolution soit appliquée. Malheureusement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne parle pas de ça. Ce qu'on brandit, c'est beaucoup plus, ce sont les accords. Et à part de l'autre accord, on ne parle pas encore de cet accord là-bas. On redescend encore sur l'accord de Doha. L'accord de Doha nous ramène encore sur l'accord de tout autre accord que nous avons, donc, de toute autre rencontre que nous avons reçue. Mais nous nous demandons, si c'était pour ça, les autorités, les Luanda, les Nairobi, les consorts, si c'était pour cela, pourquoi nos autorités congolaises n'avaient pas prévu, au lieu qu'on aille dans les longs chemins, se limiter à un niveau où on devait nous-mêmes rester et dialoguer comme on le demandait. Et aujourd'hui, là, ce sont les plus que nous qui nous parlent de ce que nous avons parlé hier. Or, ce qu'ils ont dit aujourd'hui, nous avons déjà parlé hier que la RDC reste telle qu'elle a été et nous devons nous parler entre nous. On n'a pas compris. Alors, il semble que les revendications dont question, ce sont des Congolais qui sont associés à ces assises, donc qui représentent les Kabila, les Nanga. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez bien vérifié? Oui, c'est bien vérifié. S'il vous plaît, vous allez trouver, selon les informations que nous avons, oui. Il y a eu un moment où la plupart de nos frères congolais, d'office, on nous a mis dans une distraction en citant les gens. Toi, tu ne veux pas citer les gens? Pourquoi je vais dire? Moi, je parle de la République. Je ne parle pas des individus. Parce que tous ces individus vont passer. Le pays restera. Alors, les enfants resteront. Maintenant, quand vous me parlez, vous devez commencer à faire pour les individus. Kabila, les Nanga, ceux qui se réclament congolais, mais qui font ça, qui réclament que les Kivu soient découpés de tous les partis et qu'ils gèrent ça. Vous avez, je ne sais pas si vous avez aussi l'information que les ministres de l'Intérieur rwandais et notre vice-premier ministre de l'Intérieur ont été invités là-bas. Se sont rencontrés là-bas. Alors, dans tout cela, tous les noms que vous venez de citer, je n'ai vu personne là-bas. Mais ils ont délégué des gens. S'il vous plaît. Le ministre de l'Intérieur rwandais, c'est un officiel d'un pays qui nous agresse. Notre vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, c'est un officiel d'un pays qui nous gère. Ils se sont rencontrés. Alors, quand les deux États se rencontrent, les autres qui restent là à l'intérieur, pensez-vous que non, ils ont facilité. Bon, d'accord. C'est compris. Alors, Clofa Signambonyerere. Vous avez suivi cette tentative de vouloir officialiser la balkanisation. On réclame, on revendique qu'il faut que les rebelles, les Rwandais gèrent les grands Kivu. Comment
vous appréhendez cette réclamation? En fait, il faut d'abord comprendre que quand on va dans une négociation, chaque partie amène ses exigences. Ça, ce n'est que normal. Donc, chaque partie pose ses préalables. Dit, nous pensons que nous pouvons faire ceci, nous pensons que nous pouvons avoir cela. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je voudrais, avant que je puisse expliquer, aider les étudiants qui nous suivent à ne pas prendre note de ce que mon jeune frère a dit tout à l'heure, pour dire que lui, il ne sait pas comprendre, il constate que la rébellion a 3 têtes. J'ai dit faux. Je n'ai pas dit rébellion. J'ai dit... Donc, cette négociation, lui parle de 3 têtes. Il a parlé de 3 têtes. Vous avez parlé de 3 têtes. C'est ainsi que moi j'ai dit 3 têtes. 3 têtes pour quelle finalité? D'abord, il faut que les étudiants comprennent que ici, le cas que nous avons, c'est l'agression de la République démocratique du Congo par la République du Rwanda. C'est tout ce que les étudiants doivent retenir. Je crois que le professeur est là, il ne va pas me contredire. C'est le Rwanda qui est venu nous agresser. Mais néanmoins, il y a quelques Congolais qui se sont mis dans la démarche du Rwanda. Mais vouloir dire qu'il y a 3 têtes, non, non, il n'y a qu'une seule tête. C'est ainsi que j'avais dit autrefois, l'émission passée, qu'il y a ce qu'on appelle la principale et la subordonnée. J'avais parlé en termes de marché, j'avais dit qu'il y a la société qui gagne le marché, et il y a les sous-traitants. Donc, la sous-traitance, ce sont les gens là que vous citez là. Donc, je voudrais d'abord que les étudiants retiennent cela. Maintenant, ils réclament 8 ans de gestion de l'Est. Non, c'est ça la carte de tous ces temps. Ça n'a pas commencé avec Tshisekedi. Il faudra que les gens comprennent que cette réclamation, c'est la réclamation du Rwanda qui date depuis plus de 30 ans. Pour le Rwanda, il faudra nécessairement qu'on puisse annexer le Grand Kivu. Ça, c'est une demande qui date de longtemps. Il ne faudra pas que les gens mettent ça sur... un plan. Un souhait. Voilà. Un souhait du Rwanda. Donc, ce plan date depuis plus de 30 ans. Donc, ça ne va pas commencer avec Tshisekedi. En fait, je continue pour dire que les Congo ne va pas céder à cette demande. À moins que j'aie mal suivi, mes renseignements m'ont donné une certitude que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, est revenu au pays pour présenter au chef de la République, je parle du président de la République donc, la proposition du camp adverse avant qu'on entérine. C'est ce qui fait que vous allez voir que la rencontre qui a été prévue les 17 entre le président congolais et le président rwandais a été un peu retardée par le fait que M. Boulos, je crois que c'est Boulos, oui, Boulos est sur place de l'autre côté à Doha, où il assiste aussi comme un observateur, mais qui ne ménage pas les autres. Hein. Donc parce que le Rwanda, quand le Rwanda a posé ces préalables-là, Boulos est allé plus loin. Il a dit, Rwanda, vous pouvez ou ne pas accepter, mais écoutez, on finira par vous chasser en RDC. Parce que, donc comme je disais, l'Amérique, les États-Unis, qui ont accepté de nous accompagner dans cette lutte, ne vont pas croiser les bras après avoir investi autant de milliards en République démocratique du Congo. Et je vais plus loin pour dire que Boulos, pour ceux qui ne le savent pas, Boulos c'est le beau-fils du président Trump. Donc c'est-à-dire, ce que Boulos dit, c'est vraiment, ça vient de Trump. Donc, c'est une proposition qui ne peut pas passer, comme l'a dit Suleiman. D'autres choses, peut-être nous disons la même chose. Là, j'ai compris qu'il est revenu dans la patrie et il a compris qu'il est congolais et il doit défendre son pays. Parce que nous disons la même chose avec lui. Il a dit qu'il ne va pas accepter qu'on puisse accorder la gestion au Rwanda pour 8 ans. Là, je lui dis, jeune frère, je suis très content de vous. J'ai compris que le sang. Donc, Makila, comment on dit Lingala, Makila est Zoganga. J'ai compris que Makila n'a pas gangi. On dit, ah, n'a Congolais. République. La République. Donc, je voudrais dire que laissons le temps au temps.
ces sociétés sous-traitantes, qui sont dans la sous-traitance pour Doha, qu'il y ait des résultats positifs ou négatifs à Doha, le plus grand résultat est celui que nous attendons des États-Unis. Et parce que dans cette résolution, dans cette décision des États-Unis, il y a l'application. Qu'est-ce que concrètement? Mais dans l'accord des États-Unis, on parle. On a signé l'accord, on a acclamé. Mais vous continuez à attendre encore quoi non, des États-Unis? Je ne dis pas. Non, non. Oui, mais ceux qui vous suivent doivent comprendre quand vous dites non, nous attendons encore les États, vous attendez quoi? Oui, oui, on doit entériner ce qui a été dit. Je l'avais dit autrefois, ça a été dit par la dame ministre des Affaires étrangères. Donc, c'est-à-dire les deux gouvernements ont signé. Maintenant, il faudra que les deux présidents entérinent ce qu'ils avaient signé. C'est ce que je veux dire. Donc, les deux présidents doivent se retrouver pour entériner ce qui a été déjà décidé par les deux gouvernements. C'est ce que j'ai dit que la rencontre là devrait avoir lieu aujourd'hui le 17. Je vous ai dit qu'elle a été reportée par le fait que les négociations de Doha, où Boulos participe, comme c'est Boulos qui est la pièce maîtresse, donc on attend qu'on puisse voir un peu ce qui va se faire. Mais les dernières informations que j'ai, est que ce soir, ils vont reprendre les négociations et pour arriver à se mettre d'accord autour d'une table. Et je chute par dire qu'il y ait une suite négative ou positive à Doha. Nous allons continuer en mettant en application la résolution 2773. Merci, honorable Cléophas Nyambonyere. Alors, professeur Dadi Saleh, quelle est votre appréhension des revendications des rebelles, de la position même des États-Unis, mais aussi de la partie gouvernementale? Vous savez, je suis Congolais de père et de mère et je suis révolutionnaire. Et le problème, c'est que, comme je vous ai dit, nous avons une sorte d'élite qui confond leurs souhaits avec la réalité. Ça, c'est le problème. Quand on fait de la diplomatie, on le répète, la diplomatie, il s'agit des rapports de force. Il ne s'agit pas de ce que vous voulez. Il ne s'agit pas de ce qui doit se faire. Voilà. Je m'excuse. En diplomatie, il ne s'agit pas de ce qui doit se faire. Il s'agit malheureusement de celui qui a la force d'imposer sa position et il essaie de justifier et obtenir le maximum qu'il peut obtenir. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. En diplomatie, et à Doha, c'est de la haute diplomatie. Vous comprenez? Accord États-Unis, etc. Doha, haute diplomatie. Nous sommes au sommet, pratiquement pour le Congo de la diplomatie. Il ne s'agit pas de ce que vous voulez, honorable. Il ne s'agit pas de ce que les gens naissent ou bien moi nous voulons. Il s'agit des rapports de force qui est capable d'influencer pour obtenir le maximum de ce qu'il veut par rapport à la force qu'il a. Malheureusement, vous aurez bien compris avec moi que tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, à vrai dire, il n'y a pas une communication officielle, à moins que je ne me trompe, parce que le ministre Mouyaya devait être en train de nous suivre, nous sommes à la RTNC, il n'a pas fait une communication officielle de ce qui se passe à Doha, sauf si je ne suis pas informé, je suis désolé, ça va, ni le Rwanda. Alors les gens ramassent tout ce qui se ramasse dans les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Par manque d'information. Par manque d'information. Je vous dis d'abord, on ne sait pas ce qui se passe à Doha. C'est lui qui sait ce qui se passe à Doha qu'il vient nous dire qui a dit quoi ici. À part j'ai entendu, j'aurais écouté, celui-là il y a des fuites. Qu'est-ce qui se passe à Doha? Donc les histoires de 8 ans, qui a dit ça? Quelles sont les communications officielles? Mais je retourne un peu sur ça, c'était pour provoquer. D'abord un peu parce que quand on spécule, on analyse. Moi j'ai toujours été franc, j'analyse sur des spéculations. Je n'analyse pas, ça va, comme la communication par exemple de la ministre, ça c'est une analyse par rapport à une communication officielle. Là il n'y a rien d'officiel. Maintenant, sachant effectivement que nous avons été dans une balkanisation indirecte, ce sont mes propres concepts que malheureusement je continue à dire, on ne veut pas suivre parce que quand vous n'avez pas une ligne de conduite qui est claire, naturellement, vous négociez va que vaille. Il faut bien comprendre que nous avons fait plus de 18 ans, 19 ans, 20 ans, c'est là où on félicite le chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans une balkanisation indirecte. Donc pour ceux qui pensent que le Rwanda, l'Ouganda et les néocolonialistes n'ont pas contrôlé les Kivu, ils se trompent.
Ils ont totalement contrôlé les Kivu. J'ai mon aîné. Non, c'est un frère. Je pense qu'il est quand même aîné. Ça va, ça dépend. Ça va. Qui est là? C'est lui qui ne sait pas. Il pose des questions. Non seulement qu'ils ont contrôlé les Kivu, ils ont contrôlé Kinshasa. Pendant des années et des années, ils ont mis tous les leaders qu'ils voulaient, tous les généraux qu'ils voulaient. On ne pouvait pas être un grand leader en République démocratique du Congo si on n'a pas été mis par les Rwandais, par l'Ouganda, par les néocolonialistes, parfois l'Angola, etc. Mais en grande partie, c'était les Rwandais et l'Ouganda. Ça, c'est la réalité. C'est-à-dire, quand on s'assoit maintenant, ces gens-là sont revenus, je suis d'accord avec l'honorable, ça va, ils sont revenus sur le même plan. Ce n'est pas une petite pensée. La balkanisation indirecte, c'était contrôler tous les minéraux qu'ils ont contrôlés depuis ces 18 ans. Ça va, 18, 19, 20 ans. Et ils veulent maintenant faire la balkanisation indirecte. Donc, si nous leur donnons une petite porte de 8 ans, ou bien de 1 année, même de 1 jour, ça va, nous restons dans la balkanisation indirecte. Ce qui fait qu'effectivement, c'est ce que j'ai dit à tout le monde, nous ne sommes pas dans une logique pour l'intérêt primordial de la République démocratique du Congo. Nous sommes dans une logique de négociation en position de faiblesse, ça va? Où exactement on risquera, je suis désolé, nous sommes avec vous ici au plateau, on risquera d'avoir une histoire, comme c'était à l'époque, les gens avaient félicité, on a chassé à l'époque le M23, etc. Non, ce n'était pas les chasser. Ils étaient sortis de la forêt pour revenir ici à Kinshasa. Et tout le monde les voyait à la Gombe, en train d'être des ministres et des DG de partout, des GDA. Pour ceux qui me comprennent, ça va, et de partout. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, peuple congolais, nous devons ouvrir un peu les yeux et les bons. On ne peut pas faire une négociation comme si on balaye tout ce qui s'était passé. Donc, maintenant, la question, c'est d'éviter la balkanisation, la continuité de la balkanisation indirecte pour ne pas tomber à la balkanisation directe. C'est quoi la balkanisation directe? S'ils obtiennent même 1 année, officiellement, ou bien ils obtiennent un peu ce qu'ils avaient obtenu la fois passée, c'est-à-dire des postes, des ministres, des généraux. Ils vont tout faire d'ici 1 année. Parce qu'en attendant, ce que les gens ne comprennent pas, ça va, les villages à Massissi, à Rutshuru, sont en train d'être remplacés par d'autres populations, là où nous vous parlons. Et les gens disent qu'on est à Doha. On est en train de négocier. Là, les villages où il y avait 100 000 personnes, ça va, des Congolais, eh bien, 50 000 ont été tués, voire plus de 10 millions à 15 millions de Congolais qui ont été tués Génocoste. Ça va, les 2 août, c'est bientôt. J'espère qu'on aura une émission pour ça. Ça va, les 2 août. Et exactement, ces gens-là sont en train d'être remplacés par des Rwandais, par des Érythréens, par d'autres populations, là où nous vous parlons. Mais je ne sens pas une sorte de hargne de la République démocratique du Congo contre cela. Parce que dans 8 ans, ça va, et il y a même au niveau de l'Ituri, officiellement, il y a encore d'autres peuples qui sont rentrés, sans que le gouvernement congolais puisse vraiment, et l'HCR puisse avoir vraiment la main mise. Donc, leur plan est en train de s'appliquer. Et nous dormons en disant, laissons les temps au temps. C'est là, je ne suis pas d'accord avec vous, honorable. Vous laissez les temps au temps. Le temps, c'est que les ennemis sont en train de s'enranciner. Ils ont changé, ils ont tué des Moamis, des rois. Ils ont mis d'autres Moamis. Et nous, écoutez, nous parlons des faits. Nous ne parlons pas de spéculation. C'est ça le problème des familles aujourd'hui où le Moami a été changé. Alors, que faire pour comprendre cette revendication? Il faut une révolution politique. C'est ce qu'on a demandé au chef de l'État. Excellence, Monsieur le Président, c'est une erreur, faire Doha, faire tout ce que nous faisons, mais nous comprenons, vous comprenons. On comprend la position dans laquelle nous sommes. Ça va? Mais ça n'exclut pas, ça va, de faire en sorte que nous puissions avoir une armée dissuasive, ça va, que nous puissions soutenir sans condition, avec tout le moyen qu'on a, les Wazalendo, c'est-à-dire qu'on puisse se constituer une force à l'interne où nous avons un budget de guerre, où nous avons une économie de guerre, où en fin de compte on se prend au sérieux. Je l'ai dit encore une fois, est-ce que c'est Doha qui nous empêche ou bien Washington qui nous empêche à Kinshasa de faire de vraies sensibilisations, mobilisations pour avoir 1 million de Congolais à Kinshasa prêts à se battre, pas prêts à suivre des meetings, s'il vous plaît, pas prêts à suivre des meetings des autorités morales, des politiciens. C'est différent. Je suis contre, ça ne nous rapporte rien. Ça va. Nous les Wazalendo, nous n'avons pas besoin de meetings. Nous sommes des milliers en train de nous battre pour le peuple congolais qui est venu faire des meetings. Est-ce qu'on a eu besoin de meetings?
Ben, s'il s'agit de meetings pour nous sensibiliser, effectivement, pour qu'on puisse prendre les armes et défendre la nation, vous comprenez? Donc, c'est là où moi, je m'attriste. Donc, c'est un peu comme si je vois les autres sont concrets et nous avons le verbe, la bonne volonté. Non, dans une telle négociation, Excellence, monsieur l'honorable, et tout le monde qui nous écoute, on ne suit pas le verbe, on suit les terrains. Là, ils sont entrés, et heureusement, notre armée l'a dit, comme on nous a interdit, mais comme l'armée l'a dit, on peut le dire. Ils font tout pour essayer de prendre Walikale, pour essayer de prendre Uvira, pour essayer, c'est vrai, on félicite l'armée congolaise qui a renforcé aussi, c'est une première fois. Il faut le dire d'une façon assez massive, on félicite, mais ils sont concrets. Là où nous vous parlons, hier, on a tué plus de 61 Congolais. C'est à Nitouri, les ADF. Et on félicite les Ougandais, on ne sait pas pour quelle raison. Les Ougandais sont complices dans tout ça. Ça va. Et de l'autre côté, c'est les Ouazalendou. Nous nous battons contre, effectivement, les Rwandais. Matin, rien ne s'est arrêté. Donc, je pense effectivement que je me trouve dans une position inconfortable où nous ne comprenons pas que c'est le terrain qui doit influencer le résultat des négociations là-bas. C'est seulement ça mon... Franchement, je suis déçu. C'est compris, professeur Ouazalendo, c'est compris. Alors... Il fallait chercher le papier mouchoir pour le donner. Mais, Eri Massimbo, vous avez suivi les autres, mais aussi... ces revendications qui ne font pas du bien. Hein. Le professeur cherchait la source. Il y a 7 sur 7 qui l'a dit. Ce n'est pas... On a ramassé... Bon, il y a 7 sur 7.cd qui a donné l'information et d'autres médias encore qui ont eu... les fuites, hein. Vous savez, les journalistes ont toujours cherché qu'il y ait même un scoop hein, pour pouvoir... Alors, Eri Massimbo, comment vous appréhendez ces revendications, mais aussi, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous êtes dans la même logique que le professeur Dadi Saleh ou Suleiman Onehese ou... Clophas Nyembo-Nyerere. Bon, en fait, moi je suis dans la position de la patrie. C'est-à-dire tout le monde a parlé au nom de la patrie. Oui. Donc vous êtes dans la position de tout le monde. S'il faudrait le dire. Je suis dans la position de la patrie. Je crois pour cette patrie, nous devons nous unir. Et pour notre dignité et notre respect, nous devons nous battre. Nous devons nous battre pour imposer le respect dans la région. Hein? Comme le professeur l'a dit tantôt, c'est que les terrains, hein, même quand vous faites des recherches dans pour votre travail ou pour une enquête que vous voulez publier ou pour un article, ce sont les terrains, les données du terrain que vous traitez qui vont montrer la quinquessence de votre recherche et des résultats à obtenir. C'est sur base, ce sont les terrains qui déterminent les résultats. Donc, je reste optimiste, tout en étant optimiste par rapport à la diplomatie, le front qu'avait ouvert le chef de l'État d'ailleurs depuis sa prise de fonction, depuis 2019 jusqu'à ces jours. Et depuis l'agression en 2021 plutôt, jusqu'à ces jours, je crois que le chef de l'État fait un grand travail du point de vue diplomatique. Mais la diplomatie ne donnera que des résultats flottants. Hein, c'est quelque chose qui flotte, c'est quelque chose dont on n'a pas la maîtrise. Hein, c'est comme ça la diplomatie, ça peut vous échapper à tout moment. C'est-à-dire que vous pouvez aujourd'hui dormir et demain vous réveiller comme ça, avec les rumeurs, et puis ça vous échappe. Les résultats diplomatiques, ce ne sont pas des résultats assez fiables en fait. Oui. Hein, sans un résultat de terrain confiant et consolidé. Ça empêche ça. Donc, peu importe ce qui se passe à Doha, je reste optimiste, mais nous devons nous battre pour notre respect. Parce que peu importe. Donc on prend Doha, on met de côté. Non, je ne dis pas qu'on met de côté. Ça va concomitamment. Ça doit aller concomitamment parce que... de Washington, on stoppe encore. Et puis, non, on ne stoppe rien. Rien. D'accord, mais sur le terrain, nous devons nous montrer assez braves. Oui. D'accord, parce que sur, par exemple, certaines conditions imposées,
par rapport à l'accord conclu à Washington entre la RDC et le Rwanda. Il y a certains préalables ou certains articles repris dans cet accord-là dont Doha ne va pas tenir compte. Pourquoi? Parce que justement que le M23 sont dans une position de force. Parce qu'ils contrôlent les deux grandes provinces ou les deux grandes villes, que moi j'appelle des villes patriotiques. D'ailleurs, c'était une formulation que nous avons souhaité que le gouvernement puisse déclarer ces deux grandes villes comme des villes patriotiques et de résilience. Hein, comme des symboles de résilience et de villes patriotiques. Parce que ce sont des villes qui ont eu à résister depuis 3 décennies, d'accord, à cet amputement, s'il faudrait le dire. Hein, si on les déclare comme des villes patriotiques et symboles de notre résistance, je crois que ça sera aussi un message passé à l'opinion nationale et à l'opinion internationale. C'est-à-dire pour dire que peu importe ce qui va arriver, mais nous n'allons jamais abandonner ces villes-là. Ce sont des villes congolaises. Nous allons toujours les reconquérir. Alors il faut les nommer comme des villes patriotiques et symboles de notre résilience et de notre unité. Parce que si on les laisse comme ça, et qu'on ne fait aucun geste symbolique sur ces villes-là, demain après-demain, nous n'allons que nommer pour les mettre à la tête et observer la situation telle que ça va évoluer. Parce que nul doute, d'accord, que notre armée a été infiltrée, comme le professeur l'a dit, depuis plus de 3 décennies. A été infiltrée avec un plan de la balkanisation concis et en train d'être exécuté. Dans notre administration, c'est la même chose, qu'elle soit dans l'administration, dans notre politique, qu'elle soit à la présidence, au ministère, partout dans tous les secteurs. Oui, nous sommes infiltrés, bien minés. Mais jusque-là, aucun plan de notre côté pour pouvoir exfiltrer tous ces éléments. En fait, je comprends à un certain moment donné, c'est que les décisions politiques, ce sont des décisions qui font des fois peur pour le prendre. Mais il faut l'audace et le courage. Parce que le peuple, le chef de l'État a un capital. Hein, des fois dont on ne tient pas compte, c'est le peuple. Jusqu'à ce jour, le peuple ne s'est pas encore délesté de son président. D'accord? Alors, c'est le moment de pouvoir les capitaliser. Moi, je condamne, M. Gustave, la personne qui avait dit qu'il faut laisser les manifestations, vous savez, les manifestations. Non! Quand il y a sursaut d'un peuple, il ne faut pas briser ça. Non! Il faut contrôler. Il faut contrôler ça. Chercher à contrôler les sursauts d'un peuple et les canaliser. Voilà. Parce que ce sont les énergies. Aujourd'hui, ces énergies se sont dispersées. Donc là, vous voulez dire quoi? Il faut revenir sur la rue. L'opinion internationale doit sentir qu'au niveau interne ici au pays, que le peuple est vigilant, est en train de suivre à la loupe. Et le peuple suit cela. En ordre. En ordre. Donc, le gouvernement, c'est le rôle aussi du gouvernement qui doit canaliser tout ça. D'accord. Merci. Mais nous restons optimistes et pour notre dignité et notre respect, nous devons nous battre et se battre. D'accord. Alors, Clophas Nyambonyere, vous voulez contredire Eri ou ajouter contredire les professeurs? Je voudrais contredire et les professeurs et Eri, et là je vais parler comme politologue. Non seulement des formations, mais praticien en politique. Je m'explique. Ce qui arrive aujourd'hui à la République démocratique du Congo, c'est comme je l'ai dit, que ça n'a pas commencé avec Tshisekedi. C'est une histoire, c'est un plan qui a commencé depuis plus de 30 ans. Et que, comme le professeur l'a bien dit, qu'on a pu infiltrer tous nos services par les voisins. Lui a eu peut-être peur de citer quelqu'un. Moi, je voulais parler du DG les DG là, les messieurs qui étaient morts ici là, qui étaient partis, qu'on est parti enterrer de l'autre côté là. Hein, donc, ce que nous avions appelé dans le temps au FIDA, que nous appelons aujourd'hui la DGDA. Alors, je disais que ces gens-là qui nous avaient infiltrés, ce n'est pas facile. Parce que je sens, dans les raisonnements de mes deux frères, ils veulent faire ce que le président disait lors de la campagne, que moindre escarmouche. Je comprends leurs soucis. Mais non, mais moi je vais les dire maintenant comme politique. Ici, le président de la République
affiche le comportement de la dame qui s'est retrouvée devant le roi avec un bébé et 2 femmes qui se disputaient un bébé. Vous pouvez vous rappeler dans la Bible. Et la vraie maman de l'enfant, quand on a posé la question à la première dame, celle-là a dit, écoutez, on peut dépiécer cet enfant en 2, moi je prends ma part, elle prend sa part. Vous comprendrez que cette dame-là n'avait pas l'amour de l'enfant parce que l'enfant n'était pas son propre enfant. L'amour que la dame affichait, c'était un amour là, de façade. Mais la vraie mère de l'enfant, qui est Chilombo, Tshisekedi Fachi, la vraie mère dit, non, écoutez, c'est mon enfant. Mais au lieu qu'on puisse le décapiter en 2, je voudrais que vous puissiez remettre cet enfant à cette dame-là. Je pourrais le voir. C'est ce qui arrive aujourd'hui. C'est-à-dire, pour le président de la République, là je vous dis, je parle comme politique. Là, je veux dire que je parle comme politique. Ici, ils ont réfléchi comme tout Congolais patriote. Mais moi, je parle comme politique. Et vous n'êtes pas politique patriote? Non, ici, je parle d'abord comme politique. D'accord. Donc, le chef de l'État, voyant cette situation, c'est ce que je viens de donner comme exemple de la Bible, c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Donc, il ne veut pas qu'on puisse se disputer un bébé, qui est la République démocratique du Congo, et qu'on puisse se les partager. Mais il veut plutôt, au lieu qu'on se les partage. C'est pour cela que les gens disent que le chef a hypothéqué notre pays au minerai. Oui, mais je ne sais pas comprendre moi aussi. Qu'est-ce qui est bon? De laisser tuer les gens, comme il l'a dit là-bas, où on a tué tout un chef avec toute sa famille, ou négocier avec les États-Unis qui sont prêts à venir nous aider, tout en travaillant sur les minéraux et en sécurisant la République démocratique du Congo. Je crois que les gens doivent comprendre qu'ici, le chef de l'État, c'est une maman qui a le cœur de l'enfant, et qui aime bien l'enfant, et qui ne veut pas qu'on se partage l'enfant, mais qui veut bien que l'enfant là puisse survivre, et il pourra le voir même chez le voisin. Donc ici, l'enfant, c'est la République démocratique du Congo. Maintenant, en ce qui concerne... On donne le Kivu. C'est ça, non. Mais on va le voir de loin. Non, je n'ai pas dit, parce que le roi là... Non, j'y arrive. On le voit de loin. Laissez-moi arriver. J'y arrive. Le roi là, quand on lui avait dit ce mot-là, n'a pas tué l'enfant pour le scinder en 2. Peut-être que vous n'en avez pas compris. C'est un exemple de il faut lire cette histoire dans la Bible. Ce roi-là, pris par les paroles de la vraie mère de l'enfant, n'a pas pu scinder l'enfant à 2. Le roi a dit, non, cela n'est ainsi, voilà, c'est la vraie mère, il faut lui retourner son enfant. Ça, c'est la Bible. Et quand vous explicitez ça, c'est la Bible. La mère menace et le roi menace. Ça pas marché. Ici, le roi, je parle. Ici, le roi, je l'ai dit encore. Est-ce que vous pouvez d'abord me sécuriser? Vous êtes en sécurité. Parce que si les Américains vous écrivent. Vous êtes sécurisé. Parce que s'il tente d'aller dans ce terrain-là, ça ne serait pas bon. Vous êtes sécurisé. Vous avez vu, quand elle parlait, je ne faisais que noter. Ils doivent aussi noter au lieu de me déranger. Je donne ma position. Ouais. Et chaque Congolais a le droit de réfléchir quand même, non? Oui. Je donne ma réflexion. Je dis ceci, je me répète. Ici, le roi, ce sont les États-Unis, qui se retrouvent devant 2 femmes qui se disputent un bébé. Le bébé s'appelle Congo. Une mère, Kagame, pour elle, comme il n'y a qu'un seul enfant, qu'on se partage cet enfant. C'est ce que le gars me demande. Mais pour la vraie mère, elle dit non, au lieu de partager l'enfant, bon, vous lui donnez ça. Et le roi, voyant la deuxième femme qui a accepté de céder l'enfant, le roi a compris que non, voilà la vraie mère, d'où il faut retourner l'enfant à cette maman. C'est ce qui va nous arriver, nous, pour la RDC. Vous savez que depuis pendant ces 30 ans, toutes ces grandes puissances ont soutenu le Rwanda. Personne ne pourra me contredire. On soutenu le Rwanda à 100%. Toutes les grandes puissances du monde. On a effacé la République démocratique du Congo. On ne sentait même pas que nous étions une république. Ils nous ont imposé même un président de leur choix, qui a dirigé ce pays et qui a mis les leurs partout. Et ce n'était pas facile pour que la diplomatie du chef de l'État arrive à mettre fin à toutes ces relations qui datent depuis plus de 30 ans. Ce n'est pas facile, papa. Et il faut y aller mollo. Il faut y aller mollo. Donc, vous êtes optimiste?
avec la... Très optimiste Mais pour dire que le Congo le président nous revient. vous oppose le rapport de force à l'interne. Pour faire changer les donnes à Doha ou à Washington, il faut qu'à l'interne, qu'on puisse sentir que les Congolais sont debout et ils n'acceptent pas n'importe quoi. Le rapport de force, nous sommes là. C'est d'abord par ces discours que nous tenons. Nous disons que nous sommes là et nous voulons récupérer notre pays. Vous avez vu, aujourd'hui exceptionnellement, même celui qui a toujours pris une position contraire, vous avez vu que tout le monde a été... parce qu'on parle de République. Oui, donc, mais R dit on doit se battre. C'est le premier appui. Professeur dit on doit se battre. J'y arrive. ONES dit on doit se battre. J'y arrive. Nous sommes un gouvernement légaliste. Nous ne pouvons pas nous comparer à un pays agresseur qui viole les décisions prises par la communauté internationale. Nous observons ce que la communauté internationale nous demande de faire. Mais c'est parce que pour preuve, parce que Gustave, ça fait plus de 2 mois que je vous avais dit qu'on ne prendra pas au les profs posent la question, ça nous rapporte quoi tant que sur le terrain, on continue à tuer, on continue à changer la population, on continue. Ça nous rapporte ce que nous venons de gagner tout à l'heure. Vous avez vu dans des grandes institutions. Est-ce que sécurisez-moi? Allez-y, vous êtes sécurisé. Sécurisez-moi. Je suis attaqué de gauche et de droite. Vous êtes sécurisé. Sécurisez-moi. Vous êtes sécurisé. Sécurisez-moi. Je deviens le Congo là. Oui, concluez. Vous pouvez conclure, honorable. Alors, je voulais simplement dire, je les appelle au calme. Je sens qu'ils sont vraiment patriotes et qu'ils veulent bien que le Congo soit récupéré. J'ai compris leurs soucis, mais néanmoins, comme une bonne mère, il ne faudra pas que nous puissions nous disputer le bébé. Il faudra que nous puissions les récupérer tout entier et que le bébé là soit vivant. Voilà comment est-ce que je comprends. Merci Clophas Nimbonyerere. Alors, on change de sujet. Retombée du rapport de la Cour des comptes, 44 entreprises minières doivent des sommes colossales, des milliards qui sont gardés, soit détournés, soit, je ne sais pas, on refuse de les donner à l'État congolais par des entreprises. 44, il y en a combien? Et lorsqu'on comptabilise 44 entreprises et 63 entreprises qui opèrent dans l'illégalité, je commence avec vous, Suleiman. Merci Quelle est beaucoup. votre appréhension par rapport à... Merci, je ne serai pas trop long, mais bien avant, je vais d'abord répondre un peu à l'honorable. D'abord, dans la politique... Nous sommes déjà... Oui, dans son temps. J'ai répondu dans mon temps, oui. 3 minutes. Voilà. Il n'y a pas de problème. Lui en a parlé 10. Non, nous sommes dans un autre sujet, 3 minutes. Je regarde l'heure. Merci beaucoup. 3 minutes, 12. Ce que je vais rappeler, à l'honorable, vous devez savoir que dans la politique dont vous êtes en train de faire allusion, il y a plusieurs aspects. L'aspect dont vous êtes en train d'évoquer, c'est l'aspect purement social. Ça n'a rien à voir, et cet exemple n'a rien à voir avec la République que nous sommes. Vous avez dit encore autre point sur les États-Unis, dont vous faites allusion comme si il devient roi de la République. C'est grave. Où nous devons commencer à aller. C'est une façon de réduire encore notre pays. Notre pays est un État souverain, où nous ne pouvons pas nous substituer à une ville ou à un État des États-Unis, où quand nous avons un problème, nous allons nous référer. D'ailleurs, quand vous dites, vous prenez l'exemple de roi Salomon, dont moi-même je porte le nom, c'est Suleiman. Écoutez, cet exemple n'a rien à voir avec le président que la majorité des Congolais cherchent à s'approprier comme si ça devenait leur président. Non, la République démocratique du Congo n'est pas un pays exclusif, privé des chefs de l'État. Tandis que l'enfant, c'est un enfant exclusif de cette maman-là. Donc c'est un exemple qui ne tient pas debout. Pour aller dans les détails,
ça va nous prendre beaucoup de temps. Je vais revenir encore... consommer 2 minutes. Je vais revenir encore à ce que vous prenez les États-Unis comme si ça devenait... Il vous reste 1 minute. Il n'y a pas de problème. Mais je parle d'abord pour les pays. Allons-y. Oui, je sais que quand je parle pour les pays, ça vous choque. Non, non, ça ne choque pas. Quand vous donc, prenez... Moi, je suis hors pays, ou comment? Moi, je suis hors pays. Je suis aussi patriote. Allons-y. Alors, quand on parle de la République démocratique du Congo et des pays étrangers, la majorité de nos frères congolais, et surtout ceux qui se disent politiciens ou politiques pratiquants à côté des chefs de l'État, si je précise, à côté des chefs de l'État, ils partent aussi dire, séduire le président de la République, montrant que comme si la République ou le peuple congolais ne réfléchit pas trop, ceux qui réfléchissent trop, ce sont toujours ceux qui sont ailleurs. C'est dans le sens que vous prenez les Américains, sont devenus des savants, des génies, plus que les Congolais. Où nous allons prendre aujourd'hui que non, nous avons nos différents, nous, Congolais, pour qu'on les termine, il faut qu'on aille ailleurs. On va beaucoup plus ailleurs que nous-mêmes. Non, ça c'est une très mauvaise conception que vous devez enlever. Et surtout que... Je ne peux pas enlever, je vais me défendre dans mon temps. Je comprends, je comprends même... Avec la dernière énergie d'ailleurs. Je veux me défendre dans mon temps avec la dernière énergie. S'il vous plaît, honorable, il est protégé. Allez-y. D'accord, merci beaucoup. Heureusement que lui-même le président, ça fait quelques mois qu'il avait regretté même de sa classe politique, de sa famille politique. Qui, Kabila? Non, est-ce que le Kabila est président de la République? Non, mais Kabila avait aussi regretté. Je parle du président actuel de la République, qui avait regretté de sa famille politique dans quelques jours passés, dans quelques mois passés. Il avait dit, c'est une famille politique, au lieu que je puisse évoluer, il me tire d'en bas. C'était la phrase du président de la République. Donc je comprends avec cette attitude. C'est pour l'attitude de dire que non, donc substituer la République démocratique du Congo comme c'est une mère et prendre les États-Unis. La sagesse de Salomon. Il a évoqué la sagesse de Salomon. D'ailleurs, c'est mon nom. Oui. D'ailleurs, prendre que les États-Unis est devenu comme si un roi, la République démocratique du Congo est devenue comme... Alors, mais quels sont les enfants? Donc vous dites de tels conseils, ça ne va pas. De tels conseils, ce sont les conseils que le président, l'actuel président lui-même est venu comprendre que non, il est entouré avec ceux qui se disent politiciens, mais qu'il les réduit. Lui-même en avait parlé. Allez-y. Ok, je vais parler à ce qui concerne si les 44 entreprises qui sont en train d'œuvrer et sans donner, qui ne veulent pas donner l'argent à la République ou au gouvernement, tout ça. Mais écoutez, ça ne s'explique pas. D'ailleurs, même si l'organisme ou l'organisation qui était partie inspecter, il ne pouvait pas nous dire cela. C'est trop honteux. Comment ça fait-il qu'il y a une société qui œuvre chez toi, dans ton pays, et tu le laisses œuvrer sans vous donner les taxes qu'il faut? Et vous venez nous le dire qu'on fasse quoi? L'État congolais est là. Quel est le rôle de l'État congolais? Le rôle de l'État... rapport de la Cour des comptes. Hein? Les tours de compte là devaient directement saisir les autorités. Et les autorités doivent aussi expliquer à la population congolaise. Comment ça fait-il que non, vous œuvrez chez nous, vous ne voulez pas nous donner, vous ne voulez pas nous payer? Or, nous, les citoyens paisibles congolais, quand vous avez seulement une dette de 2 mois de la régie des eaux, la régie des eaux vient couper. Tout à fait. La régie des eaux. Vous avez une dette seulement d'1 mois de SNEL. SNEL vient couper. Oui, comment ça fait-il que non? Alors, une société qui peut vivre dans un pays où il ne veut pas payer, il a l'argent et il reste comme toujours dans le... Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire pour le moment, que l'État congolais se prenne en charge, qu'il discipline, qu'il prenne cet argent et nous demandons aussi à cet même État congolais. Après avoir pris cet argent, nous devons connaître leur traçabilité. Nous ne voulons pas attendre que non, tel a pris, tel avait pris. Eri, vous avez suivi le rapport de la Cour des comptes. Des milliards sont gardés par les entreprises, par des pratiques illégales qui ne montrent même pas leur chiffre d'affaires, qui ne versent pas la dotation telle qu'est obligée par la loi. Et qu'est-ce que vous en dites? Mais ils ne le font pas, de manière délibérée comme ça, ou seule, hein, de manière indépendante. Non. C'est à la complicité, avec la complicité des Congolais. Des Congolais, bien évidemment. C'est avec la complicité des Congolais. C'est le travail des fiscs. Les fiscs devraient faire ce travail-là.
D'accord? Parce que même dans ces entreprises-là, il y a certains qui sont aussi des Congolais, qui sont dans des postes clés. Mais pourquoi ça? C'est aussi notre faiblesse, c'est ça aussi. Vous avez des gens, le fisc qui n'est pas assez patriotique que ça. D'accord? Parce que l'État a tous les moyens pour pouvoir contraindre toutes ces entreprises à pouvoir verser, d'accord, ce qui doivent à l'État congolais. Mais aussi, l'État doit protéger aussi l'emploi, d'accord, des Congolaises et des Congolais qui travaillent ou qui sont employés par ces entreprises-là. Sans oublier que les taxes et les impôts, d'accord, qui sont dus à l'État, doivent être versés à l'État. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour recouvrer cet argent? Le professeur a parlé d'un budget de guerre alors qu'il y a des milliards gardés par des entreprises. Bien évidemment, mais en fait, moi, j'avais proposé que notre État, parce qu'on a un problème pour pouvoir investir, booster notre secteur agricole. Moi, j'aurais proposé, parce qu'il est recommandé à ces entreprises de pouvoir verser une partie de leurs bénéfices dans les banques locales pour pouvoir booster l'économie locale. D'accord? Mais moi, j'avais proposé que l'État puisse imposer à ces entreprises de pouvoir investir de manière directe ou indirecte dans leurs capitaux. Les 15 à 25% de leurs capitaux dans les secteurs agricoles. C'est-à-dire, ils peuvent eux-mêmes investir dans le secteur agricole ou prendre cet argent-là, les reverser dans une banque agricole que l'État va créer pour que ça puisse booster les secteurs agricoles. Parce que pour le moment, étant donné qu'on ne contrôle pas les bénéfices que ces entreprises-là réalisent, parce qu'ils ne les déclarent pas aussi, parce que nous sommes dans un régime déclaratif. Oui. Le fisc travaille sur ce que l'entreprise déclare. Et l'entreprise peut falsifier les documents. D'accord? Si on n'a pas des équipes solides et patriotiques pour travailler sur ces dossiers-là. Les entreprises peuvent falsifier des résultats, peuvent falsifier leur bilan et le présenter au fisc. Et le fisc va le prendre tel quel. Parce qu'ils ont, c'est déclaratif en fait. Dites-moi ce que vous faites. Ils disent, voilà ce que nous faites, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et ils vous les présentent. Et l'État congolais impose ces impôts par rapport à ce que les entreprises déclarent. Et il faudrait aussi revoir ces régimes-là déclaratifs parce que ça ne rapporte pas assez à l'État congolais. Merci beaucoup, Monsieur Eri Massimbo. Au moins, je respecte. Oui. Je ne suis pas comme Cléophas et Suleiman. Merci beaucoup. Merci. Économiste, je crois que vous allez bien nous expliquer ce qui se passe. Comment est-ce que on est arrivé à cette situation où il y a des entreprises, 44 entreprises qui ont des pratiques illégales, ils minorent les chiffres d'affaires, ils refusent de communiquer leurs chiffres d'affaires, ils refusent de verser la dotation. Comment on est arrivé là et qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez vos 3 minutes. Je vais essayer d'abord d'être pédagogique, mais au fond, c'est un très grand sujet. Je vais essayer de ramasser. C'est quoi d'abord la Cour des comptes? Je lis. La Cour des comptes est l'institution supérieure de contrôle des finances publiques. Ça va? Et on dit effectivement que la Cour des comptes assiste également le Parlement et les gouvernements dans le contrôle de l'exécution des lois des finances et de l'application des lois des financements de la sécurité sociale, etc. C'était essentiel. Le deuxième point, c'est que j'ai travaillé dans des entreprises minières pendant très longtemps. Le troisième point, c'est que les secteurs miniers, c'est un secteur effectivement qui, depuis très longtemps, on l'a dit, qui devait être porteur effectivement de beaucoup de bénéfices et du fait qu'on devait maintenant diversifier l'économie de la République démocratique du Congo, mais jusque-là, rien ne se fait. Et exactement comme Albert Youma l'avait dit depuis très longtemps, nous l'avons dit depuis très longtemps. Il était à la GECAMINE depuis 2010 jusqu'à 2021, plus de 11 ans pratiquement. Il était le président de l'AFEC, au fond c'était les grands financiers, etc. Et il est même accusé jusque-là, un peu indirectement, d'avoir enrichi, Kabila, le fils, avec effectivement des ressources minières de la GECAMINE. Ce ne sont que des accusations, hein. Je n'ai pas dit que c'est vrai. Alors, le secteur minier est vilipendé, ne bénéficie pas aux Congolais. On a plus de 90% des contrats miniers qui sont léonins. Ça va? C'est confirmé. Ce qui fait que si vous confirmez que plus de 90% des contrats miniers sont léonins, c'est-à-dire que ce qui se passe là, c'est normal.
Léonin, ça signifie ça ne bénéficie pas au peuple congolais, c'est opaque. Je vous rappelle qu'il y a une fois, au sud Kivu, ça va, un ministre de mine a été renvoyé, ne pouvait pas contrôler une entreprise minière chinoise. Même pas entrer pour voir. Il n'avait pas l'autorisation parce qu'il y avait des gros boinas à Kinshasa qui protégeaient effectivement ces gens-là. Et effectivement, le gouverneur du Sud Kivu vient de le dire il y a peut-être une année, si je ne me trompe. Dans l'affaire des Chinois. C'est la suite. On avait pratiquement, et même l'ambassadeur, ça va, chinois l'a dit, on n'a pas de grandes entreprises chinoises au Sud Kivu, etc. Mais il y en a plein. Donc, c'est de la mafia. Mais la mafia ne peut pas se faire sans les gouvernements. C'est là où j'énerve. Vous allez me comprendre. Il faut parler des autorités. La mafia ne peut pas se faire sans certaines autorités. Merci. Non, vous avez raison. Oui. Il faut bien rectifier. Oui. La mafia ne peut pas se faire sans certaines autorités et qu'effectivement, beaucoup d'autorités sont impliquées. Et exactement, vous savez qu'en Belgique même, il y a d'autres dossiers sensibles dans ce même cadre-là. Donc, la révolution économique dont nous parlons depuis trop longtemps, je suis désolé, le ministre de l'économie, qui est notre aîné, et le ministre de l'industrie, on ne sait pas ce qu'ils font comme travail. Je suis désolé. Il n'y a pas un travail pour l'appropriation du secteur minier, ça va? Est-ce que vous savez qu'on a presque plus d'entreprises minières congolaises? Moins de 10% si je ne m'abuse. Tout appartient aux étrangers. J'ai dit tout appartient aux étrangers pour l'instant. Tout, donc, sauf rien. Les milliards ici sont détenus par les étrangers. C'est détenu d'abord par les étrangers et même ces miettes-là dont nous parlons, ce sont les étrangers qui détiennent même ces miettes-là avec la complicité de certaines autorités, comme on le dit. Donc, nous avons proposé depuis très longtemps la révolution industrielle, la révolution culturelle, économique plutôt, et où nous avons proposé, et politique, où nous avons proposé un système industriel complet qui va nous renvoyer vers le néo-mercantilisme. Pour ceux qui ne comprennent pas, on peut le répéter quand même, s'il vous plaît. C'est la honte que la Cour de compte puisse constater... Parce que votre temps est fini. Oui. Comment faire pour récupérer ces milliards, d'abord? Pour récupérer ces milliards, c'est la chose la plus simple. C'est ce que vient de faire Goïta aujourd'hui. Et nous avons la première grande entreprise minière au Mali, qui est en train d'être contrôlée par l'État pour 6 mois. Aujourd'hui, là où nous vous parlons, c'est ce que fait effectivement notre jeune et vaillant, où on doit récupérer d'abord nos minéraux, notre économie, toutes les entreprises qu'on vient de citer. Ça va? Pour moi, la révolution, ça va, industrielle devait faire en sorte que nous nous rapproprions le maximum d'entreprises minières et qu'effectivement, dans les systèmes industriels complets, c'est que je vous ai dit, toujours problème des temps, mais j'espère que j'aurai vraiment ce temps-là cette fois-ci. C'est-à-dire quoi? Je voudrais vous... Parce que quand on n'explique pas, les gens pensent qu'il n'y a pas de solution. S'il vous plaît, professeur. Oui, allez-y. Avec vous et moi, on aura une émission appropriée sur ça. Mais je voudrais que pour l'instant, qu'est-ce fait pour récupérer ces milliards? RI a dit qu'il faut protéger la main-d'œuvre, les emplois. Si on les ferme, par exemple, et les Congolais qui travaillent dedans... On ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Pour l'instant, il n'y a pas question de fermer. Oui, je viens de vous dire, Goïta vient de le dire, il vient de s'approprier. Ça va? Je pense Barik, Barik. Pour 6 mois, c'est-à-dire l'État malien, je parle de fait aujourd'hui. Oui. Nous pouvons faire la même chose. Nous nous rapproprions d'abord toutes ces entreprises jusqu'à récupérer, vous comprenez, à récupérer notre mise et puis, pour ceux qui ne vont pas respecter, nous rachetons le part par la dette. C'est-à-dire que nous pouvons, le Congolais et l'État congolais, on rachète des parts, ça peut être par exemple 60, 80, 50, 30%. Je suis technicien. Ouais. On rachète ces parts par la dette. C'est-à-dire que ces entreprises vont nous appartenir directement. Et que quand nous gérons 6 mois, nous, c'est-à-dire nous récupérons de nous-mêmes. Ce ne sont pas eux qui vont imposer. Mais ça s'est fait. Ce sont des solutions très simples. Merci, professeur. Mais malheureusement, ça ne va pas se faire. Mais je vous promets une émission spécialisée. Ça va. Mais il faut pas une révolution, je l'ai répété. Il ne faut pas être prophète de malheur. On est désolé, malheureusement. On conclut avec vous, honorables. Vous avez vos 3 minutes. Il est 11h57. Vous avez vos 3 minutes et on termine. Merci, M. Gustave. Je voudrais, dans mes 3 minutes, commencer d'abord par balayer du revers de la main. C'est que mon jeune frère, Suleiman, que j'aime bien, Salomon a voulu inculquer dans les têtes des jeunes étudiants qui nous regardent. Je voudrais dire que j'ai dit et je persiste. Aujourd'hui, vous ne parlez qu'aux étudiants.
Oui, je parle plus aux étudiants parce que ce sont des chercheurs. Hein. Dire qu'on ne peut pas faire confiance aux États-Unis, on ne peut pas compter sur les États-Unis, mais ça c'est grave, c'est gravissime même. Donc, dans ce monde que nous vivons actuellement, ne pas reconnaître la puissance et le poids des États-Unis. Dire qu'on ne peut pas reconnaître le poids des États-Unis. Mais ça, j'ai dit que c'est grave. Vous n'avez pas de parole, Salomon. Protégez-moi. Salomon, protégez-moi, monsieur. Protégez-moi. Un Congolais qui parle de ça. On termine l'émission, s'il vous plaît. Protégez-moi. Allez-y, allez-y. Quand je te vois que tu es frère congolais, je te fais confiance. Plus que l'étranger. Vous n'avez pas de parole. Protégez-moi, s'il vous plaît. Allez, vous êtes protégé. Je lui ai donné tout le temps, il a parlé. Terminez, l'émission est finie. J'ai dit ceci. Oui. Que c'est gravissime ne pas reconnaître la puissance des États-Unis. Pas plus que mon frère. Allez-y. Donc, j'ai dit que les États-Unis sont une grande puissance mondiale à ne pas minimiser. Oui. Et qu'à partir des États-Unis, vous avez dit quand ils ont fait la première déclaration, vous avez vu comment Kagame qui ne parlait pas a tremblé. Donc, ne pas reconnaître ça, c'est induire les jeunes gens en erreur. Je suis toujours en politique. Je voudrais dire aussi que la plus grande erreur que nous avons, nous, l'homme congolais, c'est de vouloir se mettre à la place de ceux qui doivent faire la chose. En répondant à cette question, j'avais dit je vais parler comme politologue et comme politique praticien. C'était très fort. Hein? Ici, c'est comme un médecin qui vous dit que vous avez l'hernie et que votre hernie nécessite une opération. Vous vous dites, non, l'hernie ici, moi, ça fait plus de 6 ans que je promène avec ça. Non, écoutez, je voudrais que les gens comprennent qu'il y a certaines matières où quand vous n'avez pas de la maîtrise, comme le professeur qui vient de parler tout à l'heure de l'économie, vous pensez que je peux m'hasarder moi de ce côté-là? Je ne peux pas m'hasarder de ce côté-là. Je sais qu'il maîtrise mieux que moi dans ces domaines-là. Mes chers amis, comprenez, donc à chaque domaine, il y a des gens qui ont de la matière et qui ont suffisamment de l'expérience. J'ai dit ceci, le chef de l'État doit continuer avec la diplomatie et nous allons gagner la guerre, mais cela ne veut pas dire que sur terrain nous n'allons pas combattre. Non, sur terrain nous sommes en train de renforcer. Vous avez les informations, même si on ne peut pas les dire ici, parce que ce sont des informations à caractère militaire, que nous sommes en train de renforcer nos forces de l'ordre pour contrecarrer l'avancée de ces ennemis du Rwanda qui rêvent de prendre la ville de Uvira. Alors pour terminer, je vais seulement dire, évitons d'agir avec les sentiments, des émotions. Je ne veux même pas en parler. De l'autre côté, les milliards, je dirais seulement qu'ici, il faut qu'il y ait des sanctions et de la rigueur. Voilà, on a fini. Il est 12h juste, c'est la fin de l'émission. On l'invite, s'il vous plaît. Merci. Eri Massimo. C'est de l'air droit. Eri Massimo. C'est ce qui fait l'ambiance de l'émission. Merci, honorable Nyerere. Merci, Salomon. Et merci au professeur Merci beaucoup. Saleh. Merci à toute l'équipe technique. Merci à la réalisation. Merci à vous tous qui nous avez suivis. La suite au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir. Le jeudi à 13h30. Merci. À 13h.